Messieurs, on avait déjà convenu, nonobstant du résultat, qu'on allait avoir un épisode aujourd'hui. Victoire, défaite, Canadien en vacances ou en finale de conférence, on allait le faire. Mais je dois vous avouer, ça ne va pas sonner comme une grande surprise. Je pense qu'unanimement, on est content de pouvoir arriver dans un contexte victorieux, se rencontrer ce soir. Ah, man. C'est ça que j'ai Ça, à dire. le son que pas je pense que ça fait 8 fois que je le fais depuis qu'Alex Stewart a marqué ce but-là. Wow, man, c'est quel match, quelle série. Cette équipe-là me fait perdre des années de vie, mais mon Dieu que c'est plus le fun que les années où on se demandait ça allait être qui le pic au 5e rang, rendu à la mi-mai. Je sais pas pour vous, là, mais j'aime pas mal plus ça, regarder des matchs comme ça qui me font perdre des années d'espérance de vie, que de me demander, waouh, j'aime-tu mieux le défenseur autrichien que je connais pas, ou l'ailier canadien qui est peut-être un gars de 3e trio, peut-être de 2e trio. Fuck toutes ces années-là, man. Fuck ça. On est rendu en finale de l'année. Ou la fameuse époque où tu te rendais compte que Rent Petlick jouait sur ton premier trio avec Nick Suzuki. Comment? Avec cette époque-là en ce moment? Avec tout respect. Messieurs, et vous-même, à la maison, dans votre voiture, peut-être, qui sait, à quelques heures encore, vous n'êtes pas remis encore de ce que vous venez de voir, puis vous voulez juste consommer du contenu, ben bienvenue à la Triple Menace. Édition bien spéciale, effectivement, comme j'ai mentionné en début d'émission. C'est cette petite édition spéciale, le match numéro 7 Canadien-Sabre, comme on vous l'avait annoncé sur notre épisode régulier du lundi matin, qui est toujours disponible, que je vous invite à aller écouter. D'ailleurs, là, on parle de bien autre chose que les Canadiens de Montréal, et sur nos réseaux sociaux, bien sûr, on vous a annoncé ça. On parle aujourd'hui de ce match-là. Messieurs, il faudrait que le Canadien joue plus souvent des matchs éliminatoires durant des jours fériés, des fêtes nationales québécoises. Je mets l'accent sur québécois. Parce que, comme il y a 5 ans, le but d'Arthur Léconen, d'Arthur d'ailleurs, depuis. Arthur Lévesque, pour les intimes. Arthur Lévesque, depuis ce jour à Saint-Jean-Baptiste en 2021, qui a propulsé le Canadien en finale de conférence. Et ce soir, d'ailleurs, à l'occasion de la fête des Patriotes Pop, on peut officiellement rebaptiser Alex Newhook. Oh oui, Alexandre Nouveau-Crochet est officiellement un Québécois. Puis écoute, si Alexandre Texier avait marqué en échappé en première période pour faire 3-0, pour vrai, je pense que j'allais téléphoner Emmanuel Macron en personne, là, puis dire, écoute, c'est un Québécois. Vous n'avez plus aucune juridiction. Alexandre Texier est rendu un Québécois là-dessus. Mais pour vrai, là, je le coupe au montage. Là. Je vais le couper au montage un petit peu plus tard. Là, mais en ce moment, il y a Pour mon pays de Serre Pathétique qui joue en ce moment dans mon appart. Parce que le Québec est là, pour citer un célèbre directeur général ou un coach, je ne me souviens plus, DG des Prédateurs de Granby. Le Québec, on est là. Je vous invite à aller voir ça. Messieurs, je veux dire, on se retrouve en ce moment, on est jovial de pouvoir se retrouver quand même dans un contexte victorieux pour le Canadien, de dire, bon, écoutez, on va encore avoir du bon stock proche de chez nous à discuter, mais comment ça a été votre soirée? Et, tu sais, on va emprunter du langage un peu génération Z. Est-ce que c'était du cortisol maxing ce soir? Étiez-vous stressé? Pourrais quand même un peu. Une chance que le début de match a bien été, mais man, la deuxième, la troisième période, cette équipe-là jouait pour pas perdre, puis mon Dieu que c'était désagréable à regarder. La fin de la deuxième période, en particulier les 5 dernières minutes, j'ai regardé ça, puis je me suis dit comment j'ai fait pour endurer ça 25 minutes de temps contre Tampa Bay dans le match numéro 7. Puis écoute, le but qui devait arriver de Rasmus Dahlin en troisième période a fini par arriver, mais ce qui est assez incroyable, c'est que je suis pas prêt à dire que ça a peut-être sauvé le Canadien, ce but-là, mais ça a comme forcé l'équipe à recommencer à jouer au lieu de juste se défendre complètement. Puis j'ai l'impression que ça a comme juste redonné assez de momentum pour créer ces chances-là en prolongation. C'est quoi que je disais? Ma petite théorie ici. Je disais ça, et même le but qui a été refusé au Sabre, qui aurait pu s'avérer être le but victorieux, soit dit en passant, là. Si ça avait besoin d'être un wake-up oui, vraiment d'ailleurs. Si ça devait pas être un wake-up call, comme si d'échapper pour la troisième fois cette série, une avance de 2 buts n'était pas assez.
peut-être que ça, c'était le genre de wake-up call qu'on avait besoin. Pop, toi, ta soirée de ton bar, comment ça a été? Écoute, la barre était haute, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire pire en termes de stress, de frustration puis d'anxiété comparativement au match 7 contre Tampa Bay. Après la deuxième période, là, honnêtement, je pense la deuxième période contre Tampa Bay dans le match 7, sur les 20 minutes, je me suis tenu la tête pendant 15 minutes. Fait que ça, je pense qu'il n'y avait rien à battre avec ça. Mais écoute, on a vu le scénario combien de fois cette année. Canadiens qui mènent 1-2-0, échappe le match, mais qui réussit quand même à les gagner. Puis honnêtement, je suis beaucoup moins sur un high d'émotion que dans le match 7 contre Tampa Bay parce que tu regardes le jeu sur le but victorieux d'Alex Newhook, moi, j'étais vraiment pas prêt à ce que cette rondelle-là rentre. Là. Moi, j'étais comme « Hein? Ça rentrait, ça? OK. » J'étais juste tellement surpris et choqué c'est ce tir-là qui fait la différence qu'on dirait que j'étais comme stoïque depuis la fin du match. Là. Ben, tu sais, écoute, je suis retombé, tu sais, ça paraît-tu que je m'ennuie de couvrir des matchs de hockey en personne. Je suis retombé dans mes vieilles habitudes de quand le match arrive en prolongation ou, tu sais, dans le clutch, que je sois debout, tu sais, pour être bien alerte à ce qui se passe. Et, ben, je ne vais pas te mentir, le but d'Alex Newhook, je me remettais, c'était presque le même contexte que lorsque le but pour la médaille d'or de Jack Hughes, dans le sens que mon gars arrive sur l'aile gauche, le tir est là, puis tout d'un coup, tout le monde freeze, tu sais, tout le monde gèle et ça s'élève. OK, aidant, OK, fantastique. Félix, toi, que je veux dire, tu as dit que tu étais un petit peu angoissé, ben, de pouvoir tout relâcher ça sur le but de Newhook, qu'est-ce que tu as vu là-dessus? Là? Ah, man, ça a été quel bonheur. Quel bonheur que pour la deuxième série de suite, c'est Alex Newhook qui marque le but gagnant de cette série-là. Puis écoute, Alex Newhook, quand même, juste pour. Tu sais, oui, c'est 2 buts gagnants, mais c'est 7 buts depuis le début des séries. 7 buts en 14 matchs pour Alex Newhook, c'est phénoménal. Et un des premiers trucs que je me suis dit, c'est, man, l'Avalanche, merci de nous avoir donné ce gars-là pour le 31e choix, le 37e choix et Gianni Fairbrother. Les choix sont devenus Mikhail Gouliaev, Ethan Gauthier et Gianni Fairbrother. Fairbrother qui était là. En tout respect pour ces 3 gars-là, là, en ce moment, il n'y a aucun de ces 3 gars-là qui m'aurait donné ce but-là ce soir, autre qu'Alex Newhook. Et puis, petit point que je pensais à ça pendant la journée parce qu'on parlait de Slav hier, puis j'ai l'impression que Slav manque de gaz, puis on va y revenir un peu plus tard, là, mais tu sais, un gars qui, j'ai pas cette impression-là, c'est Alex Newhook, puis il a eu sa grosse blessure. Newhook, cette année, il ne faut pas oublier, Newhook a manqué beaucoup de temps en raison de sa cheville, je crois qu'il avait été fracturé au complet, a fini par revenir. Je veux pas ne pas avoir ce grind-là de 82 matchs. Je me demande à quel point ça l'aide par rapport au reste de l'équipe qui peut. Slav, c'est 82 matchs de saison régulière avec des grosses minutes aux Jeux Olympiques avec la Slovaquie en tant que meneur de cette équipe-là, des grosses minutes depuis le début des séries. Newhook a eu quelques mois où est-ce qu'il a pu limiter sa charge de travail. Puis je me demande à quel point c'est un facteur dans le fait que ce gars-là est capable. Ce gars-là, c'est celui qui reste un peu de gaz dans le réservoir dans les fins de match quand il faut aller chercher de gros buts. C'est lui qui est souvent capable d'y aller. Je me demande à quel point ça a un lien avec tout ça. Mais bref, quel but d'Alex Newhook, quel moment. Puis la dernière fois que j'avais célébré un but comme ça, je pense que c'est le but de Lekonen, le but de la semaine. Je pense vraiment que c'est la dernière fois que j'ai célébré un but comme ça. Puis d'ailleurs, tu l'avais callé non seulement que ça a toujours été Canadien en tête, mais là malheureusement, les factures sont en message privé, mais on t'a demandé où était ton niveau de stress entre la 3e et la prolongation. Tu as dit, bon, tu sais quoi, oui, mais tu sais, pas plus que ça, parce qu'anyways, c'est Alex Newhook qui va marquer. Et marquer, il l'a fait, messieurs. Et ça a toujours été Canadien en tête. Effectivement, puis je t'arrête 2 secondes, tu te demandes comment nous on a vécu ça. Mio, je te propose, on a un de nos amis, Nicolas Godet, qui était au Centre Bell ce soir, et je propose qu'on entende quand même la réaction des gens au Centre Bell. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Voici à quoi ça ressemblait dans le Centre Bell. Messieurs, les gens... C'est incroyable. Les Canadiens ne gagnent pas au Centre Bell durant les séries éliminatoires, mais gagnent quand même quand il y a des gens au Centre Bell. Donc, un peu manière de... Tu sais,
Ça ne compense pas une vraie victoire à domicile au Centre Bell, mais tu sais quoi, c'est toujours le fun de pouvoir être sur place. Et salutations beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, je connais bien du monde qui sont aussi à soir, là. Ben écoute, je connais du monde qui avait été pour le match 7 contre Tampa Bay, puis je pense que les billets étaient comme 12 pour y entrer. Ah, c'est rien, mais ça part Oh non, ben écoute, c'est pas long qu'il y a 21 000 personnes, tu full le building, c'est pas long, là. À coût de 12 piastres. Ça prend 5 minutes max. Ça fly instantanément. Ben oui. Et vous savez quoi? Ça risque d'être idem pour les prochains matchs, hein, surtout match 1 et 2. On va revenir, bien sûr, sur l'affrontement en vue, mais commençons un peu dans ce qu'on a vu de ce match-là. Bon, j'ai fait une petite mention là-dessus, hein, mais encore une fois, Canadien, bien de la misère, et c'est un pattern qu'on a vu, pas juste pendant la série, mais toute la saison, de cette inaptitude à, une fois que le premier et le deuxième but sont marqués, de pouvoir maintenir le pied dans la pédale. Ils l'ont fait à quelques exceptions, bien sûr, mais généralement, tu sais, on a vu beaucoup ce pattern-là de Canadiens qui se fait remonter. Bref, mais ça a commencé, et j'ai mentionné comme quoi c'est le fun durant les journées nationales, surtout pour les Québécois. Ben, messieurs, ce sont les Québécois qui ont lancé la charge justement pour ce club. Kaden Guhle, qui d'ailleurs, un de ces joueurs que encore une fois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez, mais c'est lui aussi qui avait ouvert la marque ou obtenu une passe, en tout cas, sur le premier but contre le Lightning lors du 7e match. Oui, c'était lui qui avait dirigé le tir, puis ça a touché Suzuki, ça a touché Moser en avant. Et voilà. C'est lui qui avait dirigé le tir. Ben, encore une fois, un jeu relativement similaire. C'est Kaden Guhle qui l'envoie au filet et des bonnes choses se passent. Philippe Danault qui la renvoie à l'intérieur. Et ensuite, sur le deuxième but, est fort soutenu du trio de Zachary Bolduc, man. Encore une fois, tellement, tellement excellent. Puis, encore une fois, Alex Newhook qui performe pendant ses séries éliminatoires, mais Zachary Bolduc aussi. Et puis là, tout d'un coup, tout le Québec célébrait. Ça a failli être la catastrophe, même que les Sabres ont dit que, comme quoi ça aurait pu être 3-2 à leur avantage. Ça aurait pu être beaucoup plus, bien sûr, en raison du travail devant le filet. Mais Félix, on ne peut pas parler des joueurs québécois ce soir sans Alexandre Texier. Texier, pardon. Alexandre Carrier. Texier est un Québécois d'adoption, mais parlons du vrai Québécois, Alexandre Carrier. Man, quel match d'Alexandre Carrier. Dans le match numéro 6, ça avait été tellement horrible pour lui. Mike Matheson aussi. Là, ce duo-là avait connu un match tellement épouvantable. Martin Saint-Louis, dans ce match-là, décide de refaire confiance à ce duo-là, même si, bon, on les a passés un peu dans le blender. Là, Matheson a des présences avec Hudson, puis tout le monde a joué un peu avec tout le monde, sauf Jacky, qui a joué même pas 2 minutes. Mais Carrier, en particulier, qui avait connu un match assez difficile, et a passé proche d'écoper d'une pénalité. C'était celui qui avait le bâton élevé? C'était lui. Oui, la punition, là, oui, c'est lui. C'est ça. Fait au final, ça a été renversé. Une chance d'ailleurs, parce qu'un autre 4 minutes à un défenseur important des avantages numériques, ça aurait pu encore être le début de la fin pour cette équipe-là. Mais Alexandre Carrier, qui après un match difficile, s'est tellement bien repris aujourd'hui, a volé des buts certains au Sabres avec son jeu défensif, a bloqué des tirs, a été calme en relance dans un match parce que personne n'était calme en relance et où les Sabres ont activé l'échec avant comme à un autre niveau de ce qu'on a vu depuis le début de la série. Alexandre Carrier a été phénoménal. Et oui, Mio, tu as raison de le souligner. Il faut parler de cet excellent travail d'Alexandre Carrier-là qui, en plus de son excellent jeu défensif, c'est lui qui alimente Alex Newhook sur le gagnant. C'est lui, c'est sa passe à lui qui permet à Newhook d'avoir cette opportunité. C'est-tu même lui qui brise le jeu? C'est-tu même lui qui brise le jeu à ligne bleue contre Tate Thompson? C'est Jake Evans? C'est lui qui récupère la rondelle et qui envoie ça à Newhook en avant. OK, c'est bon. C'est une question de Newhook part avec Evans, les deux partent et Evans fait un écran devant ben, justement, parlons-en de Jake Evans, parce que Jake Evans, bon, le fameux débat du deuxième trio, hein, puis même, on a vu Oliver Kapanen brièvement jouer dans ce match-là. Le deuxième trio qui est passé dans le blender, surtout pendant les séries éliminatoires, hein, mais la combinaison Alex Newhook et Ivan Demidov est restée intacte. On aurait essayé un moment donné contre Tampa Bay de réinsérer Oliver Kapanen parce que c'est quand même lui avec lequel Ivan Demidov a connu le plus de succès individuellement cette saison. Bref, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a décidé, encore une fois, on relance ça dans le mixer, dans le blender. Et finalement, on s'est dit, tant qu'à y aller all-in
sur des joueurs qui vont aller au filet et qui seront alimentés par Ivan Demidov. On va vraiment y aller, en fait, avec trois vraiment aspects du jeu. Hein. Le joueur qui va aller dans les coins et qui va se rendre jusqu'au filet, le passeur et l'encre défensif. Jake Evans, cette série-là qui a été phénoménale et justement, on parle de tous ces joueurs qui ont performé en grand dans cette série, mais Jake Evans, on parle de 5 points durant cette série-là. Là. Oh shit, quand même. J'avais pas vu ça de même, mais quand même, 5 points pour Jake Evans. Puis écoute, on peut dire sans se tromper que ce trio-là, même à 55, ça a été le meilleur trio du Canadien ce soir. Là, nonobstant du but d'Alex Newhook en prolongation, c'est probablement le meilleur trio de ce match-là et de cette série-là en tant que telle là, aussi pour Montréal. Là. C'est le seul qui a généré de l'offensive. C'est le seul en qui Martin Saint-Louis avait confiance pour générer de l'offensive en troisième période. Et en prolongation, il y a eu un petit peu plus, c'était plus généralisé. Là. On a vu prolongation, ça aurait vraiment pas d'un côté comme de l'autre. Puis tu parles de Jake Evans, comme quoi ça a été celui qui a permis à Newhook et à Demidov de vraiment débloquer. Moi, le jeu de Jake Evans dans ce match-là, je veux pas qu'on oublie, là, c'est quand les Sabres, quelques minutes avant le but gagnant, Tage Thompson a une opportunité en or de marquer et Jake Evans menotte complètement Thompson pour l'empêcher de décocher un tir. Tu laisses Thompson tout seul dans l'enclave, là, habituellement, il y a des mauvaises choses qui se passent pour l'autre équipe, mais Jake Evans qui a fait un repli défensif extrêmement intelligent, qui a menotté Thompson, sans ce jeu-là de Jake Evans, on a peut-être un podcast beaucoup plus triste en ce moment où est-ce qu'on parle de ce bilan de fin de saison-là du Canadien puis on se demande quelles sont les prochaines étapes. Mais Jake Evans, phénoménal, puis pourrait une chance que ce gars-là a appelé Kent Hughes juste avant la date limite des transactions l'an dernier pour dire finalement, gars, je vais signer le contrat, ça ne me tente pas d'être échangé. Il a décidé de rester, de signer un peu à rabais par rapport à ce qu'il aurait pu avoir sur le marché. Et aujourd'hui, avec une équipe où on n'arrive pas à trouver un deuxième centre, Jake Evans, en ce moment, réussit à prendre cette chaise-là et à être le seul vrai trio productif de l'équipe à 5 contre 5. C'est fou, le seul trio de l'équipe capable de générer de l'offensive à 5 contre 5 en ce moment, c'est celui qui est piloté par Jake Evans. C'est incroyable, absolument. Moi, ce que je vais retenir, puis ton point est excellent, Félix, sur le jeu contre Thompson en prolongation. Moi, ce que je pensais que tu allais retenir, c'est quand c'était 2-0, Montréal qui pogne sa seule punition du match, c'est Philippe Danault qui s'en va au banc de punition. Je pense que Jake Evans a probablement joué peut-être quasiment les 2 minutes. C'était encore 2-0. On sentait que Buffalo s'en venait pour... on sentait que la vague s'en venait. Malheureusement, je pense que Buffalo a comme marqué comme même pas une minute après. Mais ça a comme juste ralenti assez les Sabres pour éviter que ça aurait pu aller pire que ça. Mais c'est ça. Quand Philippe Danault s'en va au banc de punition, Jake Evans, prépare-toi à jouer 2 minutes parce que tu vas être sur la glace tout le long. Là. Sur le 2 minutes, je l'ai devant moi, c'est 1 minute 26 sur le 2 minutes. OK, quand même. Jake Evans qui, d'ailleurs, ce soir, a joué les 22 minutes 33, ce qui est complètement fou pour Jake Evans. Mais même, c'était un des rares gars que je voulais vraiment voir sa glace. Nick Suzuki a joué 29-30, a été pas mauvais dans ses minutes, pas incroyable. Slav, 23 minutes, beaucoup trop, mais peu importe. Evans, 3e attaquant le plus utilisé de l'équipe-là. C'est complètement mérité. Mais sans surprise, hein, Mike Matheson, 31 minutes de jouer, mais un autre aussi. Messieurs, je suis peut-être 48 heures en retard, là, mais autant que le trio de Jake Evans, de Ivan Demidov et Alex Newhook a été le meilleur trio, le meilleur joueur de cette série-là, en tout respect pour Jakub Dobeš, mais le meilleur joueur de cette série-là, ça a été Lane Hutson. Messieurs, son jeu offensif, oui, messieurs, quand on commence à voir le jeu défensif de la sorte, il y a quelque chose que même les chiffres ne peuvent pas dire, messieurs, c'est le high test. Ce que le high test a dit de Lane Hutson durant non seulement ce 7e match, mais durant toute la série, c'est qu'il n'y a pas de carence dans son jeu. Messieurs, il est là. Il y a ce débat-là qui s'en vient. Ce gars, le numéro 48, c'est le joueur de concession. Mais écoute, c'est en tout respect pour des gars comme Slav, Jakub Dobeš, Ivan Demidov aussi. Lane Hutson a propulsé cette reconstruction. C'est le joueur qui a propulsé cette reconstruction du Canadien à la 3e vitesse. Sans Lane Hutson, puis même encore aujourd'hui, là, qui aurait dit il y a 12 à 18 mois, mettons, là,
qu'en 2026, on serait rendu aussi avancé dans la reconstruction de l'équipe pour dire « Hey, on va être en finale de conférence en 2026. » Ça, juste avec Lane Hudson dans l'alignement, tu dis c'est vraiment optimiste. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui pensent à ça. Fait que imaginez si on n'avait pas Lane Hudson avec nous autres. C'est l'élément central de cette reconstruction. Il y a le même impact que Quinn Hughes a eu quand il est arrivé à Vancouver. C'est littéralement ça. Là. Écoute, j'ai amené un comparatif avec le basketball, puis un comparatif que j'aime beaucoup amener avec un de mes joueurs préférés, Kawhi Leonard. Comme Lane Hudson, c'est un joueur défensif avec aptitude offensive hors de ce monde. Lane Hudson est celui qui impose le tempo, le rythme de la rencontre. Le match se modèle autour de lui. C'est lui qui dicte le jeu qui va se donner. Souvent, là, on a chialé, on a cassé du sucre sur le dos des Canadiens de Montréal, je pense, les 20 dernières années qu'on a été sur cette planète Terre, parce qu'on était tanné du maudit dump and chase. Okay? Lane Hudson, c'est celui qui part de la zone. C'est celui qui va faire l'entrée. C'est celui qui va freiner. Et ensuite, la vision de jeu, on ne peut pas en parler assez que de repérer la bonne passe. Et sinon, il va y aller lui-même. Félix, dis-moi donc ce que toi, tu vois aussi de Lane Hudson. J'adore. Je l'ai dit, je crois, sur ce show-là, je l'ai dit. Chaque match qui passe, Lane Hudson se rapproche du titre de joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu au sein de cette équipe-là. Puis, écoute, ce qui est fou, c'est que oui, on parle de lui comme le joueur de franchise et tout. Puis, tu sais, Ivan Demidov montre des flashs qui pourraient éventuellement le devenir. Puis, t'as Cole Caulfield, t'as Juraj Slavkovski, t'as Nick Suzuki, t'as Noah Dobson. T'as ce corps de 6 joueurs-là qui est complètement fou. Là. Il y a tellement de talent. Puis, oui, en ce moment, Hudson est en train de démontrer qu'il est en train de se distancer du reste du groupe. Je suis pas en train de dire que c'est le plus important de l'équipe pour la seule et unique raison que si Nick Suzuki se blesse, cette équipe-là est faite à des niveaux qu'on peut même pas s'imaginer. Là. Jake Evans, en tout respect, deuxième centre, c'est cute. Imaginez si Jake Evans se retrouve premier centre de cette équipe-là. Là. Mais bref, je n'en même pas ce scénario-là dans l'hiver parce que j'espère qu'on se retrouvera pas là. Mais écoute, Lane Hudson, Pop, tu l'as dit, c'est le choix qui a tout transformé cette reconstruction-là. Si on ne prend pas ce pari-là du petit défenseur qui je pense qu'il faisait 140 livres mouillés à l'époque, au 62e rang, je sais pas le Canadien serait où en ce moment. Lane Hudson qui devient cette superstar-là, ça fait en sorte que David Reinbacher au 5e rang, qui est un choix qui n'a pas exactement rapporté jusqu'à maintenant, on arrive quasiment à l'oublier. On se fout quasiment un peu de Reinbacher. Ce serait vraiment cool. Puis il y a encore un certain potentiel là, mais ça fait en sorte Hudson est tellement bon au 62e rang que ça fait en sorte que c'est pas très grave, que même si Reinbacher devient rien au final, ce que je pense pas qu'il est nécessairement le cas encore, là, mais même si ça arrive, c'est pas très grave qu'on ait whiff sur un choix de top 5, et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre ça. Écoute, il y a peut-être aussi Ivan Demidov qui joue un rôle là-dessus, là, qui permet de aussi. Il y en a beaucoup, mais Hudson je maintiens encore mon point que je disais un peu en joke, mais je pense qu'on va devoir le faire éventuellement. Là, il faut appeler Jeff Molson puis dire c'est quand qu'on construit une statue en bronze pour Brett Kulak. Ah, man, merci, Brett. Merci, Brett, pour le but bizarre, super athlétique qu'il avait marqué juste avant la date limite, qui a fait en sorte qu'on l'avait échangé à Edmonton, puis qu'on avait eu ce choix-là, qui est devenu Lane Hudson. Là. Merci à Brett Kulak pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe-là. C'est fou. C'est fou, man. D'ailleurs, Brett Kulak qui a le but qui a propulsé l'Avalanche en finale d'association eux-mêmes. Écoute, Brett Kulak rapporte encore des dividendes en 2026. Écoute, honnêtement, là, mettons dans les joueurs qui ont passé à Montréal, tu sais, des 5-6e défenseurs là, que tu prendrais n'importe quand dans ton club, là. Brett Kulak fait partie de ces... Moi, je reprendrais Brett Kulak n'importe quand demain matin. Là. Absolument. J'aurais pas peur de le faire jouer 2 minutes contrairement à Jack Hay. Ouais, puis c'est ça un peu le... Tu sais, j'avais déjà soulevé ça dans un texte que j'avais fait pour les coops de l'Info. Je pense que pas la semaine qu'on vient de finir, l'autre d'avant. C'était comme... Le Canadien, ce qui va être vraiment inévitablement sont dans le fort, puis je pensais que ça allait se concrétiser ce soir avec ce match-là à Buffalo, c'est que basically, durant 50 minutes, on a inclus la prolongation, on a joué à 5 défenseurs, puis peut-être 40 minutes avec 11 attaquants.
sais, à quel point tu peux. Même 9. En troisième, Dak puis Bolduc, ça jouait pas beaucoup. Là. C'était moins de 2 minutes pour les deux. Là. Fait que c'était pas mal 9 attaquants pendant une bonne partie. Puis j'avais soulevé la stat à un moment donné. Tu sais, le back-to-back des Pingouins en 2016 puis 2017, leur 6e défenseur, ça jouait 18 minutes par game. T'sais, ça fait juste montrer que je pense qu'on a quelque chose à travailler. Si on a déjà une chose à régler durant l'été, ça sera ça. Trouver un 6e défenseur que tu pourras faire jouer un petit peu plus que 12 minutes par game. Là, parce que, écoute, Mike Matheson, là, je comprends que défensivement. Mais plus que 2 minutes. Jacky, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes ce soir, Jacky. C'est pas 12, c'est 2. Combien de games que tu peux survivre en faisant jouer Mike Matheson 31 minutes? Non, ça je suis d'accord. Ça ne devrait pas, le pauvre petit loup. Hey, les boys, voici ce qui est arrivé pour ce match. Mais Pop, maintenant, là, bon, les Sabres, ça a été une saison phénoménale tout de même. Hein? Quand même terminé premier de l'Atlantique, poussé quand même cette série-là jusqu'à un 7e match. Il y a fort probablement un monde dans lequel cette équipe-là se retrouve en ce moment en lice pour jouer en finale de la Coupe Stanley. Mais ça veut dire quoi quand même cette défaite-là? Est-ce qu'il y a vraiment de solides fondations sur lesquelles on peut construire une équipe dominante dans l'Atlantique ou est-ce que c'est un flou? Qu'est-ce qu'on voit? Moi, je fais juste dire, là ce soir, on a gagné. Là. Montréal a gagné ce soir. Attendez-vous que dans les 5 prochaines années, là, on va revivre des duels Montréal-Buffalo. Pour moi, là, ça, c'est juste la première manche qu'on vient de gagner ce soir. Là. Volontiers. Puis si Buffalo peut juste régler son poste de gardien, là, watch out. Ben, écoute, honnêtement, je pense que Ukko-Pekka Lekonen a gagné le titre de gardien numéro 1 pour l'année prochaine. En tout respect, puis tu sais, Alex Lyon a comme prouvé. Oui. Tu sais, Alex Lyon, dans les 3-4 dernières années, c'était comme le gros-là que t'envoies dans. Tu sais, quand t'as besoin d'un extincteur dans la cuisine, là, tu sais, Alex Lyon, c'était ça. Tu sais, t'as besoin de sauver ton cul pour une séquence de 5-10 games, t'envoies ce gars-là. Mais, écoute, puis, tu sais, t'as un Colton Ellis. On oublie quand même qu'il y a aussi un Devon Levi qui passe en arrière. Fait que, tu sais, je suis pas stressé là-dessus. Mais je fais juste regarder l'alignement des Sabres de Buffalo. By the way, je regarde tout ça là, devant moi. Là. Est-ce que vous vous souvenez que Tanner Pearson joue pour les Sabres en ce moment? Oui, j'avais vu le match 1. Parce que je l'ai vu patiner en extra un matin. C'est la seule unique raison pour laquelle je sais que Tanner Pearson, légende du Canadien, est avec les Sabres en ce moment. Sinon, je ne l'aurais jamais su. Parce que je regarde cet alignement-là, puis tu sais, tous les gros noms sont signés pour assez longtemps. Tu sais, c'est pas une équipe super vieille. Moi, ce que je me demande, combien Alex Stock va avoir au marché des agents libres cet été, là? Tu sais, est-ce que Alex Stock a perdu 2 à 3 millions de dollars par année juste dans cette série-là contre Montréal? C'est fou, man. Puis autant il a été dominant contre Boston, autant cette série-là, man, il a réussi à être -1 dans un match où son équipe a gagné 8-3. Puis vous savez que je me fous pas mal du différentiel, là. Mais réussir à être -1 quand ton équipe gagne 8-3, c'est quelque chose. C'est pas chic. Puis écoute, je ne sais même pas s'il va être de retour. Peut-être qu'il y a une autre équipe qui va vouloir lui donner le gros contrat. Buffalo va avoir peur et va se dire, ben gars, on a tellement de bons jeunes, peut-être qu'on va pouvoir en faire progresser un. Oui. Une équipe lui donnera un gros contrat. On va y aller en certitude parce que c'est sûr il y a une équipe qui va miser peut-être un petit peu trop. Mais tu sais quoi? Peut-être que c'est juste ce qu'il aura besoin. Ah ben peut-être que mon point c'est est-ce que Buffalo va être cette équipe-là ou va se dire ben gars on va laisser faire puis on a tellement de jeunes talents. Buffalo, je pense qu'on l'a bien vu dans cette série-là. Costa Elenius en particulier a joué un rôle honnêtement, tellement bon, là. Ma découverte des séries 2026 dans toute la Ligue nationale. Là. Honnêtement, là, wow. Il a été phénoménal. Il a été phénoménal dans les minutes qu'il a joué. Il n'a pas joué beaucoup, puis je le vois prendre la place de Top. Mais bref, je reviens. Dernier point sur les Sabres. Mio, je te redonne la passe. Là. Je te fais une petite passe. Là. Rasmus Dahlin, autant j'y ai donné de la merde pendant les 5 premiers matchs de cette série-là. Les 2 derniers matchs, Rasmus Dahlin s'est mis à jouer du maudit gros hockey. Et
écoute, ça coïncide avec le moment où il a arrêté d'essayer de faire son goon hyper tough, gros goon, Scott Stevens, défenseur extrêmement physique. Là. Rasmus Dahlin a rappelé à tout le monde que ce gars-là est un monstre offensif. Et les 2 derniers matchs, c'est un des deux meilleures séquences de 2 matchs que j'ai vu un défenseur jouer depuis longtemps. Il a perdu au final, mais ça reste que ce gars-là a rappelé à tout le monde que quand il se concentre sur son hockey, mon Dieu, qui est bon. Et si tu veux que les Sabres finissent par atteindre le prochain niveau, juste dire à Dahlin, gars, c'est beau, là, le tough guy et tout, là, mais laisse Owen Power s'occuper de ça, là, puis laisse un autre gars s'occuper de ça. Ta job, là, c'est fais comme Lane Hutson, fais exactement. Lane Hutson, là, c'est pas de prétendre qu'il est le tough guy qui va défendre tout le monde, puis tout, là. Je sais qu'il a le 6 sur son chandail, puis il y a quand même un peu la pression de l'être, là, mais laisse faire ça, fais juste marquer 2 à 3 points par game, même 5 points comme tu es capable de le faire, visiblement. Là. Fais juste marquer des points à la tonne, puis tu vas tellement plus aider ton équipe qu'en jouant tough guy. Je pense que c'est ça mon constat des Sabres des 2 derniers matchs. Ben, écoute, Félix, tu m'as devancé. Moi, la dernière intervention que j'avais envie de faire, c'était exactement par rapport à Rasmus Dahlin. Messieurs, je veux juste rajouter une dernière petite chose comparativement à Buffalo. Puis, tu parles de. Tu parles qu'Alexa pourrait être remplacé par Constant Lenius. Moi, je vais juste vous rappeler qu'il y a encore le Jiri Kulich qui existe encore avec la filiale des Sabres de Buffalo. Malheureusement, il y a eu un caillot sanguin, des problèmes de caillot sanguin cette année, mais ce gars-là run quasiment à 1 point par match dans la ligne américaine, qui est une ligne beaucoup plus défensive qu'en haut dans la ligne nationale. Et aussi, une autre affaire que je veux souligner, cette saison-là, 2026, théoriquement, Zach Benson devient joueur autonome avec compensation. Oh, là que j'ai hâte de voir l'argent qui va être déposé pour ce kid de 21 ans qui est un peu mon coup de cœur un peu de ce draft 2023-là, mais qui, écoute, dans cette série-là, je ne sais pas comment on a fait pour gagner face à ce gars-là parce que c'est un fucking poison. J'aime tellement ce joueur-là même quand je suis capable vraiment d'apprécier ce genre de joueur-là. Ben, écoute, c'est ce qu'on avait avec Brandon Eagle pendant la première série, mais comme pour Buffalo, c'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, ça a été ma découverte. Oui, tu dis un peu ton coup de cœur du repêchage de 2023, mais oui, c'est quelqu'un qui est quand même qui est rentré à 18 ans, hein, puis un gars qui a été repêché 13e. C'est rare que tu vois toujours des gars qui sortent 13e à 18 ans, commencer dans les ligues. C'est pas le plus gros gars, là, Zach Benson. Là, non. Tu aurais pu facilement dire, écoute, va te prendre de la masse, continue à dominer. Je pense qu'il jouait à Winnipeg dans la Ligue de l'Ouest. Continue à te développer, puis on te reverra dans 2 ans. Là. Non, tout de suite, en partant. Puis tu sais, surtout que des gars à cette taille-là, à 5-10, dans le junior qui pète le 98 points, c'est pas hors du commun, hein, mais bon, de le faire à 18 ans, les Sabres ont vu quelque chose et oui, effectivement, je pense qu'il va faire sauter la banque. Pour lui, globalement, c'est 9 points durant ces séries éliminatoires-là. Je ne sais pas si ça a été mis à jour. Là, je pense que oui, parce que ça a fait en 6 contre Boston. Hein? Oui. Ouais, fait que c'est 9 points à ces 13 matchs en séries éliminatoires.